Affaire François Beya. Il y a des indices sérieux attestant l'agissement contre la sécurité nationale, confirme la présidence de Félix Tshisekedi. La présidence de la République affirme qu'il existe des indices sérieux attestant d'agissement contre la sécurité nationale selon les enquêtes ayant conduit à l'arrestation de François Beya, le conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité. Il s'agit d'une affaire relevant de la sûreté de l'État. Une matière de ce genre est de la compétence exclusive de l'Agence nationale des renseignements ANR. Il n'est pas dans les habitudes de ce service de communiquer sur ses activités. Toutefois, dans l'état actuel des choses, on peut affirmer que les enquêteurs disposent d'indices sérieux attestant d'agissement contre la sécurité nationale. Les enquêtes se poursuivent et les investigations s'effectuent à différents niveaux, a déclaré Kassango Mwema, porte-parole du chef de l'État. Dans sa communication, le porte-parole du chef de l'État insiste que les enquêtes se poursuivent et qu'elles ne peuvent conduire à d'autres considérations du type tribal. Les indices sont suffisamment sérieux et ne peuvent donner matière à d'autres considérations de nature ou de type tribal, clanique ou régional, a-t-il poursuivi. Et d'insister, le processus démocratique amorcé dans notre pays par la première passation pacifique du pouvoir en janvier 2019 est un acquis sacré à préserver à tout prix. Aucune tentative de déstabilisation de nos institutions démocratiques ne sera tolérée. Par la même occasion, la présidence a invité la population au calme et à la prudence. Le conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité a été interpellé samedi 5 février dernier aux alentours de 12 heures. Jusqu'à ce jour, il est toujours retenu dans les locaux de l'ANR. Très peu de choses sortent de cette audition, laissant la place à la spéculation. La présidence de la République est ferme. Aucune tentative de déstabilisation de nos institutions démocratiques ne sera tolérée. La présidence de RDC évoque des agissements contre la sécurité nationale. Kinshasa, RD Congo, la présidence de la République démocratique du Congo, RDC, a affirmé mardi soir, après l'arrestation samedi de son conseiller à la sécurité François Beya, que les enquêteurs avaient des indices sérieux attestant d'agissements contre la sécurité nationale. Restez connectés sur CFTV1. Congo-France. La République tient à informer la population concernant les récents événements ayant conduit à l'interpellation du conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité. Il s'agit d'une affaire relevant de la sûreté de l'État. Une matière de ce genre est de la compétence exclusive de l'Agence nationale des renseignements ANR. Il n'est pas dans les habitudes de ce service de communiquer sur ses activités. Toutefois, dans l'état actuel des choses, on peut affirmer que les enquêteurs disposent d'indices sérieux attestant d'agissements contre la sécurité nationale. Les enquêtes se poursuivent et les investigations s'effectuent à différents niveaux. S'il s'avère nécessaire de communiquer davantage, le gouvernement de la République s'en chargera. En attendant, la présidence de la République invite la population à la vigilance et à éviter de donner du crédit aux spéculations mensongères diffusées par des personnes mal intentionnées dans les médias et sur les réseaux sociaux. Les indices sont suffisamment sérieux et ne peuvent donner matière à d'autres considérations de nature ou de type tribal, clanique ou régional. Le processus démocratique amorcé dans notre pays par la première passation pacifique du pouvoir en janvier 2019 est un acquis sacré à préserver à tout prix. Aucune tentative de déstabilisation de nos institutions démocratiques ne sera tolérée. De ce fait, durant le temps de l'enquête, il est demandé à la population de garder son calme et de vaquer sereinement à ses occupations quotidiennes. La situation est sous contrôle. L'Union africaine condamne les coups d'État et s'évite un débat houleux sur Israël. Les dirigeants africains ont condamné dimanche, sans équivoque, la récente vague de coups d'État sur le continent,
lors du sommet annuel de l'Union africaine, où les discussions sur l'accréditation controversée d'Israël à l'organisation ont été reportées. Les coups d'État qui ont secoué le continent durant l'année écoulée, le dernier au Burkina Faso il y a 2 semaines, étaient un des sujets incontournables de l'agenda chargé de ce sommet, organisé dans la capitale éthiopienne Addis Abeba. Les dirigeants africains ont condamné sans équivoque la vague de changements anticonstitutionnels de gouvernement lors de la réunion du Conseil de paix et de sécurité de l'OA, a déclaré son responsable Bankole Adewa. L'OA ne tolérera aucun coup d'État militaire sous quelque forme que ce soit, a-t-il ajouté, soulignant que, à aucun moment dans l'histoire de l'Union africaine, nous n'avons eu 4 pays suspendus en 12 mois. Depuis juillet, le Mali, la Guinée, le Soudan et le Burkina Faso ont été suspendus après des putschs. Cela donne l'impression que l'Afrique recule, qu'elle revient dans les années 1970 où les coups d'État étaient légion. C'est absolument inadmissible, a estimé le président de la commission de l'OA, Moussa Faki. Le président sénégalais Macky Sall, qui assurera la présidence tournante de l'organisation pour l'année à venir, a fait de ce sujet une des urgences de son mandat. L'Afrique n'est pas maudite, a-t-il lancé. Controverse repoussée. L'OA a en revanche choisi de ne pas afficher ses dissensions sur le sujet de l'accréditation d'Israël, une décision prise en juillet par Moussa Faki et qui divise l'organisation. Plusieurs États membres, dont l'Afrique du Sud et l'Algérie, s'en sont indignés, estimant que ce choix allait à l'encontre des déclarations de l'organisation soutenant les territoires palestiniens. Les 2 pays ont fait inscrire ce sujet à l'ordre du jour. Mais le débat prévu dimanche a été mis en suspens. Nous avons estimé que l'Afrique ne doit pas être divisée par un sujet qui lui est étranger, a expliqué Macky Sall, qui a proposé la création d'un comité chargé de trouver une solution. Ce comité sera composé des dirigeants de l'Afrique du Sud et de l'Algérie, mais aussi du Rwanda et de la République démocratique du Congo qui soutiennent la décision de M. Faki, ainsi que du Cameroun et du Nigeria. Ce report écarte l'éventualité d'un vote qui, selon des analystes, aurait pu provoquer une scission sans précédent dans l'histoire de l'OA, qui fête ses 20 ans. Le ministère israélien des Affaires étrangères, lui, jugeait que l'OA a rejeté les tentatives de l'Algérie et de l'Afrique du Sud de révoquer son accréditation. Dans un discours à huis clos samedi, Moussa Faki a justifié sa décision, rappelant que 44 des 55 États membres ont reconnu l'État d'Israël. Une accréditation avec statut d'observateur d'Israël, octroyée au territoire palestinien depuis 2013, s'inscrit également dans le soutien à la solution des 2 États, israéliens et palestiniens, a-t-il affirmé. Samedi, le Premier ministre palestinien Mohamed Shteyeh avait demandé le retrait de cette accréditation, estimant qu'Israël ne doit pas être récompensé pour son régime d'apartheid, reprenant une formule d'un récent rapport de l'ONG Amnesty International. Effort de paix en Éthiopie. Il n'est pas clair si le sommet, dont l'essentiel des sessions s'est déroulé à huis clos, a abordé la guerre qui fait rage dans le pays hôte. Le nord de l'Éthiopie est ravagé depuis 15 mois par un conflit entre forces pro-gouvernementales et rebelles de la région du Tigré, qui a fait des milliers de morts, selon l'ONU, mené des centaines de milliers de personnes au bord de la famine. Bankole Adewa a assuré que toutes les situations de conflit étaient à l'agenda du sommet. L'OA, dont le siège se trouve dans la capitale éthiopienne, est critiqué pour sa position dans ce conflit. M. Faki a attendu août, soit 9 mois après le début des combats, pour nommer l'ancien président nigérian Olusegun Obasanjo comme envoyé spécial chargé d'obtenir un cessez-le-feu. L'Éthiopie a également continué à siéger au Conseil de paix et de sécurité de l'organisation. Elle n'a toutefois pas été reconduite cette semaine pour un nouveau mandat, ont indiqué des diplomates. M. Adewa a estimé qu'il n'était pas vrai que l'OA a été lente à réagir. Pour lui, il était impossible que l'OA ne s'engage pas dans une telle situation, étant donné précisément sa situation en Éthiopie. M. Obasanjo doit se rendre cette semaine dans les régions touchées par la guerre, a-t-il indiqué. Restez branchés sur CFTV. RD Congo, déstabilisation du Sénat, conspiration contre le bureau Bahati. Alors que la chronique est défrayée par l'interpellation ou l'arrestation depuis le 5 février dernier à l'Agence nationale de renseignement, ANR, c'est selon de François Beya, conseiller spécial du président de la République en matière de sécurité, accusé jusque-là officieusement de comploter contre le président Félix Tshisekedi,
Une autre conspiration serait en vue contre le bureau du président du Sénat Modeste Bahati. Selon un sénateur ayant pris part à la messe noire, et qui s'est confié à ScoopRoads.net préférant garder l'anonymat, un groupe de sénateurs se serait réuni lundi 7 février 2022 en la résidence du sénateur André Kimbuta-Yango. L'objectif de cette réunion, comment profiter de ce temps de turbulence pour faire partir Modeste Bahati et déstabiliser cette institution de la République. Selon ce sénateur, auraient pris part à cette réunion, les sénateurs ci-après, Badibanga Ntita Sami, Bikange Muzimbi Jérôme, Kamitatu Marie-Josée Sona, Loès Victorine, Évariste Bochab, Ziaka Angeline Ange, Lelone Zaziroli, Matata Pogno, Kimbuta Yango, Mokolo AMPO Edouard, Mirio Mugorosi Stéphane, Tamboué Mamba Alexis, par téléphone, Ruby Akizimwami Eric, par téléphone, et Bijou Goya, par téléphone. Ce groupe de sénateurs aurait pour ambition de déstabiliser les institutions de la République, en commençant par le Sénat, avec leur connexion à l'Assemblée nationale pour finalement chuter avec ce complot sur le président de la République. Ils auraient même indiqué qu'ils seraient, selon la source du média en ligne, en train de vendre aux sénateurs pendant que certains d'entre eux ont déjà occupé des fonctions au bureau du Sénat, avec une mauvaise réputation bien connue. Il s'agit du ticket ci-après. Mokolo AMPO, président. Badibanga Sami, premier vice-président. André Kimbuta-Yango, deuxième vice-président du Sénat. Bikenga, rapporteur du Sénat. Kamitatu Marie-Josée Sona, rapporteur adjointe. Makingu, questeur. Mirio Mugorosi Stéphane, questeur adjointe. Aventure ou mise en scène, difficile de le rejeter, surtout la source de surcroît, un sénateur paraît sérieux. Or le coup d'État derrière lequel tous les autres coups voudraient se fomenter n'est pas apprécié par le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, de surcroît un pasteur, un homme de Dieu. Dans un tweet de l'un de ses proches, John Lingila, Godé Mpois déclare « Chaque coup d'État a un coût étatique et son issue souvent étaticide. Y recourir c'est l'éthologie et bloquer le développement de la RDC. Réglons nos différends pacifiquement. 2023 c'est déjà demain. Restez branchés sur CFTV1. Congo-France. Poutine a-t-il vraiment humilié Macron? Emmanuel Macron a discuté avec Vladimir Poutine des tensions en Ukraine pendant 5 heures lundi 7 février. Le chef de l'État dit avoir obtenu du président russe qu'il n'y ait pas d'escalade. La table des discussions a été très commentée. C'est l'image de la rencontre entre Vladimir Poutine et Emmanuel Macron, lundi 7 février dans la soirée au Kremlin. Les deux chefs d'État, qui ont discuté pendant 5 heures de la situation de l'Ukraine, étaient assis à l'opposé d'une immense table en marbre blanc de plus de 5 mètres de long. L'image a rapidement été détournée sur les réseaux sociaux et commentée par les opposants politiques à Emmanuel Macron. Florian Philippot des Patriotes y a vu une nouvelle humiliation pour Macron. Vladimir Poutine a-t-il voulu utiliser ce symbole pour tenir Emmanuel Macron à distance, l'impressionner voire l'humilier? La réponse est non. Les deux hommes étaient installés dans une des salles de réception officielles et habituelles du Kremlin où sont reçus les dirigeants étrangers. Si cette mise en scène n'est pas des plus chaleureuses pour évoquer un rapprochement, elle avait déjà été utilisée par la présidence russe lors de la rencontre entre Vladimir Poutine et le Premier ministre de Hongrie Viktor Orban il y a une semaine. Ce dernier avait même déclaré en conférence de presse « J'étais assis à la plus grande table de discussion que j'ai jamais vue ». Des contraintes drastiques avec le Covid-19. Autre explication de la distance entre les deux hommes, le Covid-19. Vladimir Poutine impose des contraintes drastiques à son entourage. Lundi soir, les interprètes de la rencontre Macron-Poutine n'étaient pas à leur côté mais en cabine. Et aucun conseiller n'était présent dans la salle de réception. C'était aussi une volonté pour pouvoir aller au fond des choses, explique le correspondant de Radio France à Moscou Sylvain Tronchet sur Twitter. Tous les journalistes présents à la conférence de presse ont dû subir 4 tests PCR dont le dernier sur place en arrivant au Kremlin à Moscou. À la suite des discussions, Emmanuel Macron et Vladimir Poutine ont dîné à la même table. Au menu, pommes trempées aux langoustines, raviolis aux épinards, soupe aux 5 espèces de poissons, sorbet au gingembre, steak d'esturgeon aux titimes ou viande de renne aux patates douces et aux mûres, tarte aux poires avec glace à la vanille et vin issu d'un vignoble du bord de la mer Noire.
Quel bilan peut-on tirer du déplacement d'Emmanuel Macron en Russie et en Ukraine? Le voyage en soi est déjà positif. Emmanuel Macron a joué son rôle de président de la France, de président du Conseil de l'Union européenne et de membre du format Normandie qui réunit l'Ukraine, la Russie, la France et l'Allemagne, créé pour appliquer les accords de Minsk pour la guerre du Donbass. Je ne sais pas s'il y a vraiment des escalades. En tout cas, il n'y a plus d'escalade supplémentaire. Emmanuel Macron a joué un rôle d'apaisement. D'ailleurs, Vladimir Poutine a réitéré qu'il n'avait aucunement l'intention d'envahir l'Ukraine. Il y a un certain apaisement au moins au niveau des déclarations. Le bilan de la visite est relativement positif mais personne n'en attendait des montagnes. Vladimir Poutine n'a rien dit sur l'avenir des 120 000 soldats russes aux frontières de l'Ukraine. Cela fait 10 ans qu'il y a 100 000 soldats russes qui manœuvrent à la frontière de l'Ukraine. Ils vont, ils viennent, ils repartent. Il y a des manœuvres similaires du côté de l'OTAN dont on parle moins. Ce qui est nouveau de mon point de vue, c'est que pour la première fois un dirigeant occidental a reconnu que la Russie aussi pouvait avoir des préoccupations de sécurité. Que va-t-il se passer ces prochaines semaines? Les négociations vont se poursuivre dans le cadre du format Normandie. Des négociations vont aussi se poursuivre entre les États-Unis et la Russie sur la sécurité globale en Europe. Certains ont vu l'immense table qui séparait Vladimir Poutine d'Emmanuel Macron comme un symbole de distance voire d'humiliation. Sûrement pas. C'est la table qui existe. Moi j'ai négocié dans le passé autour de cette table. Avant le Covid-19, on était déjà de chaque côté de la table du côté étroit. Après le Covid, Vladimir Poutine reçoit ses invités de chaque côté. Il y a 5 mètres, ce n'est pas pratique. Mais Viktor Orban, le Premier ministre hongrois, a été reçu de la même façon.